Le 18 juin 860, au coucher du soleil, les habitants de Constantinople vivent leurs dernières heures de tranquillité. Dans les rues pavées de la capitale byzantine, personne ne se doute que 200 navires chargés de guerriers nordiques viennent d'entrer dans le Bosphore. L'empereur Michel III se trouve à des centaines de kilomètres, combattant les Arabes sur la frontière syrienne. La ville la plus fortifiée du monde connu s'apprête à vivre l'une des attaques les plus terrifiantes de son histoire. Cette histoire commence bien avant cette journée fatidique. Pour comprendre comment une flotte de barbares du Nord a pu menacer la capitale du monde chrétien, il faut remonter quelques décennies en arrière, vers les steppes d'Europe orientale où un nouveau pouvoir émerge. Constantinople n'est pas une ville ordinaire. Fondée en 330 par l'empereur Constantin sur l'ancienne Byzance grecque, elle s'impose comme la capitale la plus riche, la plus peuplée et la plus défendue de toute la chrétienté. Ses murailles, construites au 5e siècle sous Théodose II, représentent un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Un triple système de fortification protège la ville sur son flanc terrestre. Une première muraille de 12 mètres de haut, suivie d'une deuxième de 8 mètres, puis d'une troisième encore plus massive. La mer de Marmara et le Bosphore constituent des défenses naturelles sur les autres côtés. Des tours de guet jalonnent les remparts tous les 50 mètres. Des dizaines de milliers de soldats peuvent se déployer sur les chemins de ronde. Aucune armée n'a jamais réussi à percer ces défenses depuis leur construction. Les Perses ont échoué, les Avars ont échoué, les Arabes ont échoué à plusieurs reprises. Constantinople semble invincible. Mais en ce début d'été 860, la situation est différente. L'empereur Michel III, surnommé l'Ivrogne par ses détracteurs, a quitté la capitale avec la quasi-totalité de l'armée byzantine. Il cherche à reprendre des territoires perdus face au califat abbasside en Anatolie. Sa campagne se révèle désastreuse. Battu à plusieurs reprises, l'empereur perd non seulement des terres mais aussi des milliers d'hommes. La forteresse clé de Loulon vient de tomber aux mains des Arabes en mars 860. Dans Constantinople, il ne reste que quelques milliers de soldats pour défendre une ville qui compte plus de 500 000 habitants. Le préfet Orifa commande ses troupes réduites. Homme compétent et courageux, il devra bientôt faire face à l'épreuve la plus difficile de sa carrière. À ses côtés se trouve Photio, le patriarche de Constantinople, brillant intellectuel et théologien, nommé patriarche seulement 2 ans auparavant dans des circonstances controversées. Les Byzantins appellent la mer Noire leur mère. Ils contrôlent la plupart de ses côtes, y établissent des comptoirs commerciaux, dominent le commerce maritime. Mais depuis quelques décennies, de nouveaux acteurs bouleversent cet équilibre. Les Russes, un peuple mystérieux venu du Nord, commencent à s'imposer dans les steppes d'Europe orientale. Ces Russes sont des guerriers scandinaves, des Vikings qui ont migré vers l'Est plutôt que vers l'Ouest comme leurs cousins qui terrorisent l'Europe occidentale. Ils remontent les fleuves de Russie, établissent des comptoirs, soumettent les populations slaves locales. Vers 830 à 840, certains de ces aventuriers nordiques s'installent à Kiev, une petite ville sur le Dnipé. 2 d'entre eux, Askold et Dir, prennent le pouvoir et transforment Kiev en base de lancement pour leurs ambitions. Les Russes excellent dans la navigation fluviale. Leurs dracars, adaptés aux conditions locales, peuvent remonter les fleuves peu profonds, être portés entre 2 cours d'eau, puis redescendre vers d'autres régions. Cette maîtrise leur permet de créer un réseau commercial entre la Baltique, la mer Noire et la mer Caspienne. Ils transportent des fourrures, du miel, de la cire, et surtout des esclaves slaves capturés lors de raids. Les premiers contacts entre Russes et Byzantins datent de 838. Cette année-là, 2 émissaires russes arrivent à Constantinople. L'empereur Théophile les accueille chaleureusement et les envoie vers l'empereur germanique Louis pour qu'ils puissent rentrer chez eux en sécurité. Mais Louis découvre que ces hommes sont en réalité des Suédois et s'en méfie, car des Vikings ravagent déjà son empire. Cet incident révèle l'identité scandinave des Russes, mais ne déclenche aucune hostilité immédiate avec Byzance. Au contraire, des relations commerciales s'établissent. Les Russes vendent leurs marchandises à Constantinople, achètent de la soie, des épices, des objets de luxe byzantin. Ils observent, apprennent, s'émerveillent devant cette métropole fabuleuse. Les Vikings l'appellent Miklagard, la grande site. Les Slaves la nomment Tsargrad, la cité de César. Tous reconnaissent sa magnificence, sa richesse incroyable, ses trésors sans fin.
Mais cette admiration cache aussi une convoitise grandissante. Les marchands russes qui rentrent chez eux racontent les merveilles qu'ils ont vues. Les églises dorées, les palais somptueux, les marchés débordants de richesses. Dans les halls sombres de Kiev, ces récits enflamment l'imagination des guerriers nordiques. Constantinople devient un rêve, un objectif, une tentation irrésistible. Vers 830 à 840, l'Empire byzantin commet une erreur stratégique majeure. Pour renforcer son alliance avec les Khazars, un peuple turc qui contrôle les steppes entre la mer Noire et la Caspienne, Byzance envoie des ingénieurs construire une forteresse sur le Don. Cette citadelle, nommée Sarkel, devient une base militaire impressionnante avec des murs en briques, des tours de guet, une garnison permanente. Pour les Byzantins, Sarkel représente un investissement dans la sécurité. Les Khazars constituent un rempart contre les invasions venues de l'Est. Mais pour les Russes, cette forteresse est une catastrophe économique. Elle bloque leur principale route commerciale, le portage Volga-Don, qui leur permet de passer de la mer Noire vers la Volga, puis vers la Caspienne et au-delà. Les Russes dépendent de ce commerce. Leurs expéditions vers l'Est rapportent d'immenses profits. La route khazare leur donnait accès aux marchés musulmans, à la soie persane, aux épices orientales. Maintenant, Sarkel et ses guerriers khazars exigent des taxes exorbitantes ou simplement refusent le passage. Les revenus de Kiev s'effondrent. Askold et Dir font face à un choix difficile. Ils peuvent accepter cette situation et voir leur pouvoir décliner, ou ils peuvent réagir. Attaquer les Khazars directement serait suicidaire. Le Khaganat dispose d'une puissante armée de cavaliers des steppes. Mais il existe une autre option. Frapper Byzance, le véritable responsable de la construction de Sarkel. Cette décision ne se prend pas du jour au lendemain. Les préparatifs d'une expédition contre Constantinople nécessitent des années de planification. Il faut construire ou rassembler 200 navires, recruter entre 5 et 20 000 guerriers selon les sources, accumuler des provisions pour plusieurs mois, établir des réseaux d'information pour connaître le moment propice. Les Russes démontrent des capacités d'organisation impressionnantes. Ils collectent des renseignements sur Constantinople, la disposition des défenses, les habitudes militaires byzantines, les périodes où la garnison est réduite. Certains historiens suggèrent même qu'ils coordonnent leur attaque avec les Arabes, qui lancent une offensive majeure sur la frontière syrienne en mars 860. Cette théorie explique pourquoi Michel III quitte Constantinople au début juin avec presque toute son armée. Au printemps 860, une immense flotte se rassemble quelque part sur les côtes nord de la mer Noire. 200 navires, une armée de plusieurs milliers d'hommes, des provisions, des armes. Les Russes préparent la plus grande expédition maritime de leur histoire. Chaque drakkar transporte environ 25 à 40 guerriers. Ces bateaux, plus petits que les drakkars scandinaves classiques, sont adaptés à la navigation fluviale mais peuvent aussi affronter la mer. Les guerriers russes ressemblent à leurs cousins vikings occidentaux. Ils portent des cottes de mailles pour les plus riches, des tuniques en cuir renforcées pour les autres. Leurs armes principales sont les haches, les épées, les lances et les arcs. Ils excellent au combat rapproché et n'ont aucune pitié pour leurs ennemis. Leur réputation de férocité les précède dans toute l'Europe. Askold et Dir commandent cette armada. Selon la chronique des temps passés, un texte russe écrit bien plus tard, ces deux chefs décident de cette expédition ensemble. Leur objectif est clair, punir Constantinople pour Sarkel, piller la ville la plus riche du monde, revenir chargés de trésors et de gloire. La navigation vers Constantinople dure plusieurs semaines. Les navires longent la côte ouest de la mer Noire, évitant les tempêtes, cherchant des endroits pour faire des provisions. Les Russes savent naviguer, mais la mer Noire reste dangereuse. Des vents violents peuvent surgir sans prévenir, des courants traîtres entraîner les navires vers le large. Mais la flotte arrive intacte. Au milieu de juin 860, les 200 drakkars approchent de l'entrée du Bosphore. Les Russes ont chronométré leur arrivée parfaitement. Ils savent que Michel III combat en Asie mineure. Ils savent que la marine byzantine est dispersée en Méditerranée. Le moment est idéal. Le Bosphore, ce détroit étroit qui sépare l'Europe de l'Asie, la mer Noire de la mer de Marmara, représente la porte de Constantinople. Normalement, des navires de guerre byzantins patrouillent en permanence. Mais en juin 860, ces patrouilles sont réduites au minimum. Quelques dromons,
les navires de guerre byzantins gardent l'entrée. Face à 200 dracars arrivant simultanément, ils ne peuvent rien faire. Le soleil commence à descendre vers l'horizon quand les habitants de Constantinople voient apparaître l'impossible. Du nord, remontant le Bosphore comme un essaim infini, 200 navires étrangers avancent vers la ville. Sur les remparts, les sentinelles sonnent l'alarme. Dans les rues, la panique s'installe immédiatement. Photio, le patriarche, décrira plus tard ce moment dans une homélie devenue célèbre. Il compare l'attaque à un essaim de guêpes ou à un coup de tonnerre venu du ciel. La soudaineté, la violence de l'apparition de cette flotte terrorise la population. Personne n'attendait une attaque. Constantinople se croyait intouchable. Le préfet Orifa réagit avec une rapidité remarquable. Il ordonne la fermeture immédiate de toutes les portes de la ville. Les soldats disponibles se précipitent vers les murailles maritimes. Les citadins sont appelés à prendre les armes. Constantinople possède une organisation paramilitaire appelée les Deimois, des groupes civils organisés selon les quartiers, entraînés pour la défense urbaine. Ces hommes ne valent pas des soldats professionnels en race campagne, mais sur les murailles, ils peuvent être utiles. Les premiers dracars accostent non pas devant les murailles de Constantinople même, mais dans les faubourgs au nord de la ville. Ces quartiers, riches et peuplés, s'étendent le long du Bosphore sans fortification majeure. Les Russes débarquent par milliers. Ils portent leurs haches, leurs épées, leurs boucliers ronds typiques des Vikings. Leurs cris de guerre résonnent dans l'air du soir. Ce qui suit restera gravé dans la mémoire byzantine comme l'une des nuits les plus horrifiantes de l'histoire de la ville. Les guerriers russes se déchaînent sur les faubourgs sans défense. Ils ne cherchent pas à négocier, à prendre des prisonniers pour les rançonner, à établir un siège organisé. Ils tuent, pillent, brûlent avec une violence primitive. Les témoignages byzantins décrivent des scènes d'horreur. Les Russes défoncent les portes des maisons, massacrent les hommes qui tentent de résister, violant les femmes, tuent les enfants sans distinction. Ils mettent le feu aux bâtiments après les avoir vidés de tout objet de valeur. Les habitants qui tentent de fuir vers les murailles de Constantinople sont pourchassés, rattrapés, tués sur place. Certains essaient de se cacher dans les églises, espérant que ces guerriers païens respecteront les lieux saints. Erreur fatale. Les Russes n'ont aucun respect pour les sanctuaires chrétiens. Ils défoncent les portes, massacrent les réfugiés, pillent les ornements en or et en argent, profanent les autels. Les prêtres qui tentent de s'interposer sont abattus sans hésitation. La méthode d'exécution favorite des Russes révèle leur origine nordique. Ils utilisent leur hache pour démembrer les victimes. Décapitation, amputation, corps coupés en morceaux. Cette violence extrême n'est pas gratuite. Elle vise à terroriser, à paralyser de peur les défenseurs potentiels. Les Vikings ont toujours su que la terreur constitue une arme de guerre redoutable. Sur les murailles de Constantinople, les défenseurs assistent impuissants à ce massacre. Orifa maintient les portes fermées. Laisser sortir les troupes pour secourir les faubourgs serait suicidaire. Face à des milliers de guerriers russes aguerris, sa petite garnison serait anéantie en quelques heures. La priorité absolue est de défendre la ville fortifiée elle-même. Les incendies illuminent la nuit. Les flammes dévorent les quartiers nord, créant un spectacle apocalyptique visible depuis toute la ville. La fumée âcre envahit l'air. Les cris des mourants, les hurlements des Russes victorieux, le crépitement des flammes composent une symphonie d'horreur. Constantinople, habituée à dominer le monde, découvre l'impuissance et la terreur. Avec le lever du soleil le 19 juin, les Constantinopolitains peuvent mesurer l'ampleur du désastre. Les faubourgs nord sont dévastés. Des colonnes de fumée s'élèvent encore des ruines. Less cadavres Johnchant less ruse. Mais les Russes ne sont pas satisfaits. Ils ont passé la nuit à charger leurs navires de butin, mais l'objectif principal demeure, piller Constantinople elle-même. Cependant, les murailles constituent un obstacle insurmontable. Les Russes ne possèdent aucune expérience du siège de villes fortifiées. Ils n'ont pas de tours de siège, de catapultes, de béliers. Leurs dracars ne peuvent pas s'approcher des murailles maritimes car les Byzantins ont développé une arme terrifiante, le feu grégeois. Cette substance mystérieuse, dont la composition exacte reste un secret d'État byzantin jalousement gardé, est une sorte de napalm ancien.
Projetées par des siphons spéciaux, elles brûlent même sur l'eau, impossible à éteindre sauf avec du vinaigre ou du sable. Les navires byzantins équipés de lance-flammes peuvent détruire des flottes entières. Les Russes le savent et gardent leur distance. Face à l'impossibilité de prendre Constantinople frontalement, les guerriers russes changent de stratégie. Ils remontent dans leurs navires et traversent vers la mer de Marmara. Leur nouvelle cible, les îles des Princes, un archipel de 9 îles à quelques kilomètres au sud de Constantinople. Ces îles servent traditionnellement de lieu d'exil pour les personnalités byzantines tombées en disgrâce. Des monastères, des villas luxueuses, des jardins magnifiques couvrent ces terres paisibles. Les habitants vivent dans un calme trompeur, loin des troubles de la capitale. Ils n'ont aucune défense militaire sérieuse. Les Russes déferlent sur les îles comme une marée destructrice. Ils pillent systématiquement chaque bâtiment, chaque monastère, chaque villa. Les moines sont massacrés sans pitié. Les serviteurs des riches exilés sont capturés, torturés, tués. L'ancien patriarche Ignace, prédécesseur de Photio destitué 2 ans plus tôt, vit en exil sur l'une de ces îles. Les Russes capturent 22 de ses serviteurs et les embarquent sur leurs navires. Ce qui suit révèle le côté le plus sombre de la violence viking. Sur le pont des Dracars, devant l'ancien patriarche forcé de regarder, les guerriers russes démembrent les 22 serviteurs à coups de hache. Cette exécution rituelle, destinée à humilier Ignace et à terroriser tous les témoins, montre que les Russes ne connaissent aucune limite dans la cruauté. Pendant plusieurs jours, les îles subissent un pillage méthodique. Les Russes ne se contentent pas de voler les objets de valeur. Ils détruisent systématiquement tout ce qu'ils ne peuvent emporter. Les bibliothèques sont brûlées, les fresques détruites, les jardins saccagés. Cette destruction va au-delà du simple pillage. Elle vise à humilier l'Empire byzantin, à démontrer que même ses sanctuaires les plus sacrés ne sont pas à l'abri. Dans Constantinople assiégée, le patriarche Photio devient le pilier moral de la résistance. Brillant intellectuel, l'un des hommes les plus cultivés de son époque, Photio excelle dans l'art de la rhétorique. Il comprend que face à l'impossibilité d'une victoire militaire immédiate, il doit maintenir le moral de la population. Photio organise des processions religieuses sur les remparts. Il porte lui-même les reliques les plus sacrées de Constantinople, notamment le maphorion, le voile de la Vierge Marie conservé dans l'église des Blachernes. Ces cérémonies servent plusieurs objectifs. Elles rassurent la population en montrant que l'église reste présente et active. Elles unissent les habitants dans une ferveur religieuse commune. Elles affirment que Dieu protégera Constantinople. Le patriarche prononce aussi des homélies puissantes. 2 de ces sermons survivront jusqu'à notre époque, traduits et étudiés par les historiens modernes. Dans ces discours, Photio décrit l'horreur de l'attaque avec des mots qui glacent le sang. Il parle d'un peuple inconnu, un peuple obscur venu du nord. Il évoque les massacres, les destructions, la terreur qui s'est abattue sur les faubourgs. Mais Photio fait plus que décrire l'horreur. Il interprète l'attaque comme une punition divine pour les péchés des Byzantins. Cette rhétorique, typique de l'époque, vise à donner un sens religieux au chaos. Si Dieu punit Constantinople, alors la repentance et la prière peuvent obtenir son pardon et sa protection. Photio appelle la population à jeûner, à prier jour et nuit, à implorer la Théotoko, la mère de Dieu. Cette stratégie fonctionne remarquablement bien. Face à la menace extérieure, les Constantinopolitains se rassemblent dans les églises. Les querelles politiques sont temporairement oubliées. Même les partisans d'Ignace, l'ancien patriarche que Photio a remplacé dans des circonstances controversées, participent aux prières communes. L'unité née de la peur permet à la ville de tenir moralement malgré l'absence de secours militaire. Photio démontre aussi des qualités de leadership pratique. Il coordonne avec Orifa l'organisation de la défense. Il utilise l'influence de l'Église pour mobiliser les ressources civiles. Les monastères ouvrent leurs réserves de nourriture. Les églises deviennent des centres de commandement secondaires. Le clergé aide à maintenir l'ordre dans les quartiers, empêchant les pillages et les émeutes que la panique pourrait déclencher. Dans l'histoire byzantine, Photio restera un personnage controversé. Ses conflits avec Rome, son rôle dans le schisme de Photio, ses démêlés politiques compliqueront son héritage. Mais en juin-juillet 860, face à l'attaque des Russes,
il se révèle exactement l'homme dont Constantinople a besoin. Un leader charismatique capable de transformer la peur en détermination. Pendant que les Russes ravagent les environs de Constantinople, un élément crucial entre en jeu, le système de communication byzantine. L'Empire a développé un réseau sophistiqué de tours de signaux permettant de transmettre des messages sur de longues distances en quelques heures. Ces tours, espacées d'une dizaine de kilomètres, utilisent des feux et des miroirs pour envoyer des signaux codés. Un message peut traverser l'Anatolie de Constantinople à la frontière syrienne en moins d'une journée. Ce système militaire, l'un des plus avancés du monde médiéval, a été conçu précisément pour des situations comme celle-ci. Dès la première nuit de l'attaque, des signaux d'alarme partent de Constantinople vers toutes les provinces. Le message est simple et terrifiant. La capitale est attaquée par une immense flotte barbare, l'empereur doit rentrer immédiatement avec toutes les forces disponibles. Les signaux traversent l'Anatolie, sautent de montagne en montagne, alertent chaque garnison sur le chemin. Michel III reçoit la nouvelle quelques jours après le début de l'attaque. L'empereur, qui combat les Arabes avec des résultats médiocres, comprend immédiatement la gravité de la situation. Perdre Constantinople signifierait la fin de l'Empire byzantin. Aucune victoire contre les Arabes ne pourrait compenser un tel désastre. L'empereur ordonne un retrait immédiat. Son armée, fatiguée par des mois de campagne, doit faire marche arrière et se précipiter vers la capitale. C'est une course contre la montre. Les soldats byzantins marchent jour et nuit, utilisant les routes impériales bien entretenues, réquisitionnant des chevaux frais dans chaque relais. La distance entre la frontière syrienne et Constantinople représente environ 800 km. Une armée normale mettrait 3 à 4 semaines pour la parcourir. Les Byzantins accomplissent cet exploit en 2 semaines, peut-être moins. Cette rapidité témoigne de l'efficacité de la logistique impériale et du désespoir qui pousse les soldats. Chaque jour de retard pourrait signifier la chute de Constantinople. Les hommes marchent jusqu'à l'épuisement, dorment quelques heures, reprennent la route avant l'aube. Pendant ce temps, dans Constantinople assiégée, les jours s'écoulent dans l'angoisse. Les Russes maintiennent un blocus naval autour de la ville. Leurs navires patrouillent constamment dans le Bosphore et la mer de Marmara, interceptant tout navire tentant d'entrer ou de sortir. Constantinople, habituellement connectée au monde entier par le commerce maritime, se retrouve isolée. Cette isolation psychologique pèse lourdement sur les habitants. Ils ne savent pas si l'empereur a reçu le message, s'il vient à leur secours, si une armée byzantine marche vers eux. Chaque jour qui passe sans nouvelles augmente la peur. Les rumeurs les plus folles circulent, Michel III est mort, l'armée byzantine a été anéantie par les Arabes, personne ne viendra les sauver. Les Russes intensifient la pression psychologique. Ils continuent à piller systématiquement tous les environs accessibles de Constantinople. Les villages côtiers, les propriétés rurales, les petites villes au bord de la mer de Marmara subissent le même sort que les faubourgs et les îles des Princes. La fumée des incendies forme un nuage permanent autour de la capitale. Orifa doit gérer une situation de plus en plus difficile. Avec quelques milliers d'hommes seulement, il ne peut pas risquer une sortie pour chasser les Russes. Chaque jour, il prie pour que l'empereur arrive avant que la situation ne devienne intenable. Les réserves de nourriture de la ville sont abondantes, mais combien de temps les habitants supporteront-ils cette terreur constante? Des incidents révèlent la nervosité croissante. Des bagarres éclatent dans les quartiers pour des broutilles. Certains habitants proposent de négocier avec les Russes, d'offrir un tribut massif en échange de leur départ. D'autres suggèrent d'organiser une sortie désespérée, de mourir les armes à la main plutôt que d'attendre. Orifa et Photio doivent constamment calmer ces tensions, maintenir l'unité, prêcher la patience. Les nuits sont les pires. L'obscurité amplifie les peurs. Le moindre bruit sur les murailles déclenche l'alarme. Les défenseurs épuisés scrutent la mer, craignant que les Russes ne tentent un assaut nocturne. Les civils se barricadent dans leurs maisons, dorment tout habillés, gardent des couteaux sous leurs oreillers. Mais les Russes ne tentent jamais d'escalader les murailles. Ils savent que ce serait du suicide. Les fortifications théodosiennes ont résisté à des armées autrement mieux équipées que la leur. Askold et Dir continuent leur stratégie de pillage périphérique, accumulant un butin colossal, attendant peut-être qu'une occasion se présente ou que Constantinople accepte de payer une rançon énorme. Début août,
Après 6 semaines d'angoisse, la nouvelle tant espérée arrive enfin. Michel III et son armée approchent de Constantinople. Les signaux lumineux depuis les tours de guet confirment l'information. Le soulagement dans la ville est immense. Les habitants se précipitent sur les remparts, scrutent l'horizon, espérant voir apparaître les bannières impériales. Mais Michel III fait face à un problème majeur. Pour atteindre Constantinople, il doit traverser le Bosphore. Or, les Russes contrôlent totalement ce détroit avec leurs 200 navires. Une traversée en force serait catastrophique. L'armée byzantine, fatiguée par 2 semaines de marche forcée, serait détruite avant même de pouvoir secourir la capitale. L'empereur décide d'une manœuvre audacieuse. Pendant la nuit, déguisé en simple pêcheur, il monte à bord d'une petite barque avec quelques proches. Le bateau se glisse silencieusement entre les dracars russes, profitant de l'obscurité et de la confusion. Les guerriers nordiques, sûrs de leur domination navale, ne surveillent pas particulièrement les petites embarcations de pêcheurs locaux. Michel III réussit à atteindre Constantinople. Son arrivée dans la ville provoque des scènes d'euphorie. L'empereur se rend immédiatement à l'église des Blachernes avec Photio. Ensemble, ils prennent le maphorion, le voile sacré de la Vierge Marie, et l'emmènent en procession autour des murailles. Cette cérémonie vise à la fois à remercier Dieu pour le retour sain et sauf de l'empereur et à demander la protection divine contre les Russes. Pendant ce temps, le reste de l'armée impériale cherche un moyen de traverser. Certaines unités réussissent à passer discrètement par petits groupes. D'autres contournent le Bosphore par le nord, franchissent le détroit bien au-delà de la position des Russes, puis marchent vers Constantinople. Cette opération prend plusieurs jours, mais progressivement, des milliers de soldats byzantins rejoignent la garnison de la capitale. Les Russes observent ces mouvements de troupes avec inquiétude. Leur situation stratégique se détériore rapidement. Au début du siège, ils pouvaient piller librement, sans opposition sérieuse. Maintenant, une armée impériale se rassemble contre eux. Leurs navires, bien que nombreux, ne peuvent rivaliser avec la marine byzantine professionnelle qui commence à arriver de Méditerranée. Askold et Dir comprennent que le moment favorable est passé. Ils ont accumulé un butin considérable, mais prendre Constantinople devient impossible. Rester trop longtemps risque de transformer leur expédition victorieuse en catastrophe. Les chefs russes doivent prendre une décision cruciale. Continuer le siège ou se retirer. Début août, après environ 6 semaines de siège, les Russes lèvent subitement le camp. Du jour au lendemain, leurs navires quittent le Bosphore et disparaissent dans la mer Noire. Cette retraite précipitée surprend autant qu'avait surpris leur arrivée. Les Byzantins, qui s'attendaient à devoir livrer une bataille navale majeure, découvrent que l'ennemi s'est évaporé. Les sources byzantines postérieures transformeront cette retraite en miracle divin. Selon la légende qui s'établit rapidement, quand Michel III et Photio ont plongé le maphorion dans la mer, une tempête terrible s'est levée, dispersant la flotte russe. Cette histoire magnifie le rôle de l'empereur et du patriarche, attribue la victoire à l'intervention divine plutôt qu'aux capacités militaires byzantines. Cependant, les écrits contemporains de Photio lui-même, notamment ses homélies prononcées pendant et juste après le siège, ne mentionnent aucune tempête miraculeuse. Ce silence est révélateur. Si un événement aussi spectaculaire s'était réellement produit, Photio l'aurait certainement utilisé dans ses sermons comme preuve de la protection divine. La réalité est probablement plus prosaïque. Les Russes sont des marins expérimentés qui connaissent les dangers de la mer Noire. En plein été, des tempêtes soudaines peuvent effectivement se lever, mais rien n'indique qu'une catastrophe naturelle ait frappé leur flotte. La raison de leur départ semble plutôt stratégique. Askold et Dir avaient atteint leurs objectifs principaux. Ils avaient démontré que même Constantinople pouvait être attaquée. Ils avaient accumulé des richesses colossales. Or, argent, soieries, objets précieux pillés dans les églises, les monastères et les villas. Leurs navires débordaient de butin. Rester plus longtemps ne servirait qu'à risquer de tout perdre face à l'armée impériale qui se renforçait chaque jour. De plus, les Russes n'avaient jamais eu l'intention de conquérir Constantinople. Leur objectif était le pillage, pas l'occupation. Dans la mentalité viking, une expédition réussie se mesure au butin rapporté, pas au territoire conquis. De ce point de vue, le raid de 860 représente un succès éclatant.
La flotte russe remonte le Bosphore, entre dans la mer Noire, longe les côtes vers le nord. Le voyage de retour se déroule sans incident majeur. À l'automne 860, les 200 dracars arrivent à Kiev chargés de trésors. Askold et Dir sont accueillis en héros. La nouvelle de leur exploit se répand dans toute l'Europe orientale. Les Russes ont prouvé qu'ils pouvaient défier le plus puissant empire du monde. Le départ des Russes laisse Constantinople sonner. Les faubourgs nord sont détruits. Les îles des Princes sont dévastées. Des milliers de personnes ont été tuées. Les pertes matérielles sont considérables. Mais la ville elle-même est intacte, ses murailles n'ont pas été franchies, son statut de capitale invincible est préservé. Michel III organise une grande cérémonie de remerciement à Sainte-Sophie. La population entière se rassemble pour célébrer la délivrance. Photios prononce une homélie triomphale, attribuant la victoire à la protection de la Vierge Marie. Le récit officiel commence à se construire, face à l'attaque barbare, la foi des Byzantins et l'intervention divine ont sauvé la ville. Mais en privé, les responsables byzantins savent qu'ils ont échappé de justesse à une catastrophe. Si les Russes avaient attaqué avec des équipements de siège appropriés, si Michel III était arrivé quelques semaines plus tard, si la flotte byzantine n'avait pas été disponible, l'issue aurait pu être très différente. L'empereur tire des leçons de cette crise. Il ne quittera plus jamais la capitale sans laisser une garnison substantielle. Le système de défense côtier est renforcé. Des tours de guet supplémentaires sont construites le long du Bosphore. La marine reçoit l'ordre de maintenir une présence permanente dans les approches de Constantinople. Photios, de son côté, voit son autorité considérablement renforcée. Son leadership pendant le siège lui a gagné le respect même de ses adversaires. Les partisans d'Ignace cessent temporairement leurs attaques contre lui. Dans toute la ville, le patriarche est célébré comme l'homme qui a maintenu le moral des habitants face à la terreur. Cependant, un problème majeur demeure. Les Russes ont réussi leur raid et sont rentrés chez eux chargés de butin. Ce succès va inévitablement les encourager à revenir. Constantinople doit trouver une stratégie à long terme pour traiter avec ces barbares du Nord. Les Byzantins excellent dans l'art de transformer leurs ennemis en alliés. Plutôt que de se contenter de renforcer les défenses, l'Empire décide d'établir des relations diplomatiques avec les Russes. Photios lui-même affirme avoir envoyé un évêque en terre russe, peu après le siège, bien que l'historicité de cette mission soit débattue par les historiens modernes. L'objectif de Byzance est triple. Premièrement, éviter d'autres raids en établissant des relations commerciales régulières. Les Russes attaquent en partie parce que leur route commerciale est bloquée. En leur ouvrant un accès direct à Constantinople, l'Empire espère les pacifier. Deuxièmement, convertir les Russes au christianisme. Un peuple chrétien sera plus enclin à respecter Constantinople comme centre du monde chrétien. La conversion offre aussi des outils d'influence diplomatique. Un chef russe baptisé devient, dans la logique byzantine, un fils spirituel de l'empereur. Troisièmement, intégrer les Russes dans le système d'alliance byzantin. L'Empire a toujours préféré payer des barbares pour combattre d'autres barbares plutôt que d'utiliser ses propres armées. Les guerriers russes, féroces et compétents, pourraient devenir de précieux mercenaires. Cette stratégie portera ses fruits dans les décennies suivantes. Des traités commerciaux seront signés, permettant aux marchands russes de venir régulièrement à Constantinople sous certaines conditions. Des missions d'évangélisation partiront vers Kiev. Certains chefs russes se convertiront au christianisme, bien que ces conversions restent superficielles et temporaires au IXe siècle. La véritable christianisation de la Russe de Kiev ne se produira qu'en 988, sous le règne de Vladimir Ier. Mais les graines plantées après 860 joueront un rôle dans ce processus. Les Russes garderont un souvenir fasciné de Constantinople, de sa richesse, de sa sophistication. Cette fascination contribuera finalement à leur intégration dans la sphère culturelle byzantine. Pour Askold et Dir, le triomphe de 860 marque l'apogée de leur pouvoir. Ils reviennent à Kiev en héros, chargés d'un butin qui dépasse tout ce que leurs contemporains ont vu. L'or, l'argent, les soieries byzantines enrichissent considérablement Kiev. Les guerriers qui ont participé au raid deviennent prospères. La réputation des deux chefs s'étend bien au-delà de leur territoire. Mais cette gloire est éphémère.
Selon la chronique des temps passés, Askold et Dirpéris en 882, assassiné par Oleg de Novgorod, un autre chef viking qui cherche à unifier les territoires russes sous son autorité. Oleg utilise la ruse pour les attirer hors de Kiev, prétendant être un marchand innocent. Quand les deux princes sortent pour le rencontrer, les soldats d'Oleg les entourent et les tuent. Certains historiens russes présentent Askold et Dir comme les premiers souverains de ce qui deviendra la Russie. D'autres les considèrent comme de simples aventuriers vikings, pas très différents de ceux qui ravageaient l'Europe occidentale à la même époque. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. Ils étaient des chefs scandinaves qui ont construit un pouvoir dans les steppes slaves, établi Kiev comme centre politique et économique, et démontré que les Russes pouvaient défier les plus grands empires. Le raid de 860 n'est que le premier d'une longue série d'attaques russes contre Byzance. En 907, Oleg lui-même lancera une autre expédition majeure contre Constantinople, avec encore plus de navires selon les chroniques russes. En 941 et 944, le prince Igor, fils de Rurik, mènera deux nouvelles campagnes. Ces raids successifs forceront Byzance à négocier des traités de plus en plus avantageux pour les Russes. Mais aucun de ces raids ultérieurs n'aura le même impact psychologique que celui de 860. C'était la première fois. C'était l'attaque surprise qui a montré aux Byzantins qu'un nouveau pouvoir émergeait au nord. C'était le moment où les Russes sont entrés dans l'histoire méditerranéenne. Le siège de 860 occupe une place unique dans l'histoire byzantine et russe. Pour les Byzantins, il représente un tournant. Jusqu'alors, les menaces venaient principalement du sud et de l'est, perses, arabes, bulgares. Le nord semblait relativement sûr. L'attaque des Russes oblige Byzance à repenser sa stratégie défensive, à surveiller également les approches septentrionales, à établir des relations diplomatiques avec les peuples scandinaves installés en Europe orientale. Pour les Russes, l'événement devient un mythe fondateur. Plus tard, quand la Russe de Kiev se convertira au christianisme et adoptera la culture byzantine, le raid de 860 sera réinterprété. Les chroniques russes ajouteront des détails apocryphes. Askold et Dir auraient été impressionnés par Constantinople au point de se convertir après leur raid, préfigurant la conversion nationale de 988. Cette réinterprétation révèle un phénomène intéressant. Les descendants des Russes qui ont attaqué Constantinople en 860 finiront par adopter la religion, la culture et même l'écriture de l'empire qu'ils ont agressé. La Russie médiévale se définira comme l'héritière de Byzance, gardienne de l'orthodoxie après la chute de Constantinople aux mains des Ottomans en 1453. Le siège de 860 montre aussi les limites de la puissance byzantine au IXe siècle. L'empire, bien que toujours impressionnant, n'est plus l'entité dominante qu'il était sous Justinien au VIe siècle. Ses frontières se sont considérablement réduites. Ses armées sont constamment mobilisées contre les Arabes. Sa marine, autrefois maîtresse absolue de la Méditerranée, peine à contrôler toutes les mers. Pourtant, Byzance démontre une résilience remarquable. Face à l'attaque surprise, la ville tient bon. Les murailles remplissent leurs fonctions. L'organisation civile et militaire, bien que mise à rude épreuve, ne s'effondre pas. L'empereur réagit rapidement et efficacement. Ces qualités permettront à l'Empire byzantin de survivre encore 600 ans, jusqu'en 1453. Plusieurs leçons stratégiques émergent de l'analyse du siège de 860. Premièrement, l'importance du renseignement. Les Russes n'ont pas attaqué au hasard. Ils ont choisi le moment parfait, quand Michel III était absent avec son armée, quand la marine était dispersée. Cette coordination suggère des réseaux d'information sophistiqués, probablement établis lors des échanges commerciaux précédents. Deuxièmement, la vulnérabilité même des plus grandes puissances. Constantinople semblait invincible, mais une attaque surprise au bon moment a failli réussir. Aucune défense n'est absolue. Les murailles les plus puissantes ne servent à rien si les défenseurs sont insuffisants. Troisièmement, l'efficacité de la terreur comme arme psychologique. Les Russes n'ont pas pu prendre Constantinople, mais ils ont terrorisé l'empire entier. Leurs massacres dans les faubourgs, leur violence extrême visait autant à paralyser par la peur qu'à accumuler du butin. Cette stratégie a failli fonctionner. Quatrièmement, l'importance du leadership en temps de crise. Photio et Orifa ont maintenu Constantinople cohérente pendant 6 semaines d'angoisse.
Sans leur action, la panique aurait pu détruire la ville de l'intérieur avant même que les Russes n'aient eu besoin d'attaquer les murailles. Cinquièmement, la supériorité de la diplomatie sur la force brute à long terme. Byzance n'a pas écrasé militairement les Russes en 860. Elle n'en avait probablement pas les moyens. Mais en établissant des relations diplomatiques et commerciales dans les années suivantes, l'Empire a transformé un ennemi dangereux en partenaire commercial et éventuellement en allié culturel. Le siège de Constantinople en 860 représente un de ces moments où l'histoire bascule. Avant 860, les Russes n'étaient qu'un peuple obscur du Nord, à peine mentionné dans les chroniques byzantines. Après 860, ils deviennent un acteur majeur de la politique internationale, un pouvoir avec lequel Byzance doit compter. L'attaque révèle aussi les faiblesses croissantes de l'Empire byzantin. Le IXe siècle est une période difficile pour Byzance. L'expansion arabe a coûté à l'Empire la Syrie, l'Égypte, l'Afrique du Nord. Les Bulgares menacent les Balkans. Les Slaves colonisent la Grèce. L'Italie se détache progressivement. Dans ce contexte de déclin relatif, l'attaque surprise des Russes aurait pu être le coup fatal. Mais Byzance survit, grâce à ses murailles, à ses institutions, à la compétence de ses dirigeants. Michel III, malgré ses défauts personnels, réagit efficacement à la crise. Photio démontre que l'Église byzantine reste une force stabilisatrice majeure. Orifa prouve que la tradition militaire romaine n'est pas morte. Le 18 juin 860, quand 200 navires sont apparus dans le Bosphore, personne à Constantinople ne pouvait imaginer que cet événement marquerait le début d'une relation qui durerait des siècles. Les descendants des Russes, qui ont terrorisé la ville ce jour-là, finiront par adopter le christianisme orthodoxe, l'écriture cyrillique, l'architecture byzantine. Ils se considéreront comme les héritiers spirituels de Constantinople. Cette transformation pacifique, cette intégration culturelle de barbares terrifiants en membres de la civilisation byzantine représente peut-être la plus grande victoire de Constantinople en 860. Non pas une victoire militaire sur le champ de bataille, mais une victoire civilisationnelle à long terme. Les murailles ont tenu pendant 6 semaines. La culture byzantine a conquis les Russes pendant 6 siècles. Aujourd'hui, quand on visite Istanbul, les murailles théodosiennes se dressent encore, témoins silencieux de ce jour de juin 860 où Constantinople a failli tomber. Les pierres gardent la mémoire de Photio marchant sur les remparts avec le voile de la Vierge, d'Orifa fermant les portes au dernier moment, des milliers d'habitants terrorisés regardant les flammes dévorer leur faubourg. Le siège de Constantinople en 860 n'est pas une histoire de victoire éclatante ou de défaite catastrophique. C'est l'histoire d'une ville qui a survécu par ses murailles, sa foi, et sa capacité à transformer ses ennemis en alliés. C'est l'histoire du premier contact entre deux civilisations qui se haïssaient initialement mais qui finiront par fusionner. C'est l'histoire de 6 semaines qui ont changé le cours de l'histoire de l'Europe orientale pour les 1000 années suivantes.